Bonjour à tous. Dans les dernières vidéos, nous avons vu qu'une mesure physique était un processus aléatoire. Pour le décrire, on va se servir de variables aléatoires et pour chacun des résultats possibles, on va donner une probabilité. Et pour l'instant, on n'a pas vu comment on donnait cette probabilité, comment affecter ces probabilités. En fait, il existe deux approches, l'approche fréquentiste et l'approche bayésienne, et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux différences entre ces deux approches. Alors en effet, il existe deux écoles qui s'affrontent, l'approche fréquentiste et l'approche subjective, et il ne faut pas les confondre. Et lorsque vous allez donner un résultat, une probabilité, il faudra bien donner dans quel axe, dans quelle approche vous avez obtenu ce résultat. Pourquoi? Vous allez voir, elles sont assez différentes et en fait leur interprétation n'est pas du tout la même. Alors elles sont pourtant toutes les deux naturelles et vous allez voir que dans certaines situations, on va plutôt pencher d'un côté plutôt que l'autre. Alors tout d'abord, l'approche fréquentiste. Dans l'approche fréquentiste, la probabilité va être définie par la fréquence relative d'un résultat. C'est-à-dire que pour tout élément de oméga, tout élément A de oméga, la probabilité de A va être donnée par le nombre de fois où j'ai A, divisé par le nombre d'expériences que j'ai réalisées, et je vais faire tendre ce nombre d'expériences vers l'infini. C'est vraiment la fréquence à laquelle le résultat A apparaît. Alors c'est une approche naturelle, surtout si on peut reproduire beaucoup de fois une expérience, mais malheureusement ça devient un problème si le nombre d'expériences est très limité. Donc je vais prendre un exemple, on vous donne un dé, vous avez le temps que vous voulez, vous pouvez lancer plein de fois votre dé et vérifier que votre dé n'est pas pipé. Donc voilà, vous pouvez le lancer plein de fois. Donc ce sera une approche assez naturelle quand on peut réaliser plein de fois l'expérience. Mais si je vous demande d'étudier par exemple l'univers et son histoire, faire de la cosmologie, là on se retrouve dans un cas où malheureusement on n'a qu'une seule réalisation, l'univers devant nous. Et donc ça devient beaucoup plus compliqué d'utiliser cette approche fréquentiste puisqu'on n'a qu'une seule réalisation. Donc voilà deux extrêmes. Alors, dans cette approche fréquentiste, on va considérer qu'un événement est extraordinaire s'il se réalise alors que sa probabilité est très faible. Typiquement inférieure à un seuil convenu, on peut choisir 1%, mais on va plutôt positionner dans les sciences 1 pour 1000 ou 1 pour 100 000 ou ce genre de choses. Ça va dépendre des domaines. L'approche bayésienne ou l'approche donc subjective est très différente. On va donner des probabilités et on va baser ces probabilités sur nos connaissances actuelles. Donc, plus précisément, la probabilité de A va être donnée par l'estimation que l'on a que A se produise ou pas. Donc ça, c'est vraiment, ça dépend de nos, de nos connaissances au moment exact où on fait l'expérience. Je vais vous donner un exemple. Si je vous donne un D6, vous allez tout de suite estimer que vous avez une chance sur 6 d'obtenir un 6. En fait, vous n'avez pas vérifié. Et vous allez partir du principe que c'est une chance sur 6 parce que vous n'avez aucune raison de penser que le dé est pipé. Donc dans l'approche fréquentiste, vous devriez lancer plein de fois le dé. Alors que dans l'approche bayésienne, vous supposez que votre dé a une chance sur 6 de donner un 6. C'est donc vraiment une approche subjective. Alors, cette approche, elle pourrait ne pas être très intéressante si elle restait là, mais en réalité, elle va beaucoup plus loin. Puisque cette approche va dépendre de notre niveau de connaissance. C'est pour ça qu'elle est subjective. Et si je vous donne votre dé, vous pouvez lancer dans votre coin plein de fois le dé, et vous allez pouvoir vous faire une opinion et vous dire, ce dé, en fait, il a peut-être plus de chances d'avoir un 6 que 1 sur 6. Et donc, revoir votre probabilité de votre côté. Mais si vous me donnez le dé, moi, je ne suis pas au courant. Donc, vous voyez bien que ça dépend des connaissances. Mais c'est justement là que c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir affiner les connaissances au fur et à mesure des expériences. Donc l'idée, c'est de faire évoluer la probabilité avec nos connaissances et donc avec les expériences réalisées. Et pour cela, on va utiliser la formule de Bayes qu'on a vue ensemble. Donc ça, c'est la formule de Bayes que je vous ai présentée, mais sans la mettre sous forme inversée, c'est juste la formule de Bayes. Et on va partir de ça pour comprendre le mécanisme d'évolution des probabilités dans l'approche bayésienne. Alors, on va reprendre exactement la même formule, mais A sera un événement et B sera une théorie. Donc, l'idée, c'est de dire que la probabilité d'un événement sachant une théorie, fois la probabilité de la théorie, c'est la probabilité de la théorie sachant l'événement, fois la probabilité de l'événement. Et si maintenant j'inverse cette formule, je peux dire que la probabilité d'une théorie sachant qu'un événement est survenu est égale à la probabilité de l'événement en supposant la théorie, fois la probabilité de la théorie,
divisé par la probabilité de l'événement, quelle que soit la théorie. Ça va nous permettre de faire évoluer nos probabilités sur chacune des théories. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va dire, voilà, imaginons que je fasse une expérience et j'ai observé un événement. Je vais donc recalculer la probabilité de ma théorie, sachant que j'ai observé tel événement. C'est ce qu'on va appeler la plausibilité, c'est la probabilité de la théorie a posteriori de l'expérience. Cette probabilité, elle va être donnée par ce qui est à droite donc de cette équation, et en particulier va être donnée par la probabilité de la théorie. Ça, ce sera la probabilité de la théorie avant d'avoir fait l'événement. Donc, ce que j'ai estimé. Au début, on est obligé de mettre une estimation à la louche. Voilà, notre ressenti pour la théorie. Et puis après, on affine. Mais l'idée, c'est de faire ça. Et puis, on va multiplier cette probabilité par la probabilité que l'événement ait lieu si la théorie est vraie. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraisemblance, la probabilité d'avoir l'événement si la théorie est vraie. Et enfin, on va diviser le total par la probabilité de l'événement, quelle que soit la théorie, ce qu'on appelle le terme de normalisation. Et ça va me permettre de calculer une nouvelle probabilité sur ma théorie, et je vais m'en servir ensuite comme une nouvelle probabilité sur ma théorie, et je peux la réinjecter dans cette équation comme prior, si j'ai un deuxième événement, et ainsi de suite, pour faire avancer mes probabilités vers la réalité. Voilà l'idée de la formule de Bayes, et donc de l'approche bayésienne. Alors, pour étayer ça, j'ai préparé un petit exemple, et c'est beaucoup plus parlant de vous parler avec un exemple que vous parlez comme ça, avec quelque chose d'assez théorique. Donc vous allez voir, avec un exemple, ça se comprend très bien. Alors, imaginons la situation suivante. On a 4 dés différents, un dé 4, un dé 6, un dé 8 et un dé 12, et je les mets dans un sac. Je mélange, et ce sont mes théories. Voilà. Et en fait, il n'y en a qu'une de vraie. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre la vraie théorie au hasard, un dé au hasard, je vais le lancer, et j'obtiens 4. Et la question, c'est quelle est la probabilité de chacune des théories? Alors, je ne vais pas calculer la probabilité de chacune des théories, mais je vais le faire que pour le D6. Donc la question que je vais répondre, c'est quelle est la probabilité d'avoir un D6, sachant que j'ai obtenu un événement 4. Donc pour cela, on va utiliser la formule de Bayes que vous avez en bas, et on va calculer cette probabilité. Donc tout d'abord, on va calculer le terme prior, c'est-à-dire la probabilité avant d'avoir fait l'événement. Avant d'avoir fait l'événement, j'ai pris aléatoirement mon dé, et j'avais une chance sur 4 d'avoir mon D6. D'ailleurs, j'avais une chance sur 4 d'avoir n'importe quel dé. Vous avez ici 25% partout. Donc cette probabilité, cette probabilité, vous l'avez ici. Ensuite, on va la multiplier par la probabilité d'avoir un 4, sachant que j'ai eu en supposant que j'avais tiré un D6. Donc ça, c'est très simple. On a une chance sur 6, c'est-à-dire 16,7%. Si j'avais tiré un D4, c'était 25%, un D8, c'est 12,5%, et un D12, c'est 8,3%. Si je multiplie ces deux probabilités, j'obtiens la surface que vous voyez ici en jaune, pour chacun des dés, sachant que naturellement, j'ai plus de chances finalement d'avoir un D4, parce qu'il y a plus de probabilité d'avoir un 4 sur un D4 que sur un D6, que sur un D8 et que sur un D12. Donc, si je fais la multiplication de 25 par 16,7, j'obtiens 4,2%. Ça, en fait, c'est la probabilité d'avoir pioché un D6, et d'avoir obtenu un 4. Ici, c'est la probabilité d'avoir pioché un D4 et d'avoir obtenu un 4. Et là, c'est la probabilité d'avoir pioché un D8 et d'avoir obtenu un 4, et ainsi de suite. Et donc, si je fais la somme ici de toutes ces probabilités, j'obtiens 15,675%. C'est finalement la probabilité d'obtenir un 4. Ça correspond à ma normalisation. Donc, ce qui est au numérateur, c'est le produit ici entre cette longueur-là et celle-là, c'est-à-dire la surface que vous avez là. Et ce qui est au dénominateur, c'est finalement la somme de toutes les surfaces que vous voyez ici sur ce diagramme. Et si je fais le calcul, je vais connaître la probabilité d'avoir un D6, sachant que j'ai obtenu un 4, et vous obtenez 26,8%. Ça, c'est ce que j'appelle donc la plausibilité, et c'est finalement la probabilité de chacune de mes théories, chacun de mes dés, après avoir obtenu un 4. Donc je peux le faire pour le D4, j'obtiens 39,9%, je l'ai fait sur le D6, 26,8%, le D8, 19,9%, et le D12, 13,4%.
Imaginons maintenant que je garde toujours le même dé, hein, je ne change pas de dé, parce que c'est la théorie que j'ai choisie, et je relance ce dé, mais cette fois-ci, j'obtiens un 6. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas oublier naturellement que j'avais obtenu un 4 précédemment. Parce que ça m'a donné de l'information et de la connaissance sur le dé. Donc, ce que j'avais obtenu comme plausibilité va devenir mon prior pour mon deuxième lancer. Donc ça va devenir ce terme-là. Et maintenant, je vais calculer la probabilité d'avoir un D6, sachant que j'ai obtenu un 6 sur mon lancer de dé. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais calculer le prior. Le prior, on l'a obtenu précédemment, c'est 26,8% pour mon D6. Ensuite, je vais calculer la probabilité d'avoir un 6 sur un D6. Donc ça, c'est 16,7%. C'est 12,5% sur un D12. Et c'est 8,3% sur un sur un D8. Et là, c'est sur un D12. Mais par contre, j'ai 0% de chance d'obtenir un 6 sur un D4. Ça, c'est pas possible. Donc maintenant, je fais la vraisemblance fois le prior. J'obtiens donc 0% pour le D4, 4,5% sur le D6, 2,5% sur le D8 et 1,1% sur le D12. Et je fais la somme de tous ces pourcentages, ça me donne ma normalisation, et j'obtiens une nouvelle probabilité, la plausibilité, de mon D6, sachant que j'ai obtenu un 6 cette fois-ci. Et vous voyez que j'ai fait avancer ma connaissance. Plus ça va, plus je suis de plus en plus sûr d'avoir telle ou telle théorie. Imaginons que je lance encore plein de fois le dé, et je vais comme ça affiner mes probabilités. On voit également, juste sur cet exemple et sur ce deuxième tirage, que j'ai exclu le D4, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir un 6 avec un D4. Donc là, on voit que si je calculais la plausibilité, j'obtiens 0%. Et donc maintenant, après mon deuxième tirage, j'ai 55,6% sur le D6, 0% sur le D4, 30,9% sur le D8, 13,6% sur le D12. Et je continue ainsi de suite à faire mes expériences. Et j'affine mes probabilités. Avec ce mécanisme, tant que le résultat n'exclut pas, chaque chaque théorie reste plausible. Je pourrais lancer mon dé, imaginons que je lance mon dé, là j'arrête pas de lancer mon dé, avec les résultats qu'on a déjà obtenus, j'obtiens 6, 4, 3, 6, 4, 3, que des résultats en dessous 6. La probabilité du D6 va augmenter, la probabilité du D8 et 12 vont diminuer, puisque ça devient très peu probable de lancer plein de fois le dé et de ne jamais avoir au-dessus de 6. Donc ça va me donner confiance en D6. Mais ça n'exclura tout de même pas le D8 et le D12, puisque c'est quand même probable. Mais plus je lance mon dé et plus j'obtiens des lancers de dés inférieurs à 6, inférieurs ou égal à 6, je serai de plus en plus sûr que j'ai un D6 dans la main. Donc voilà le mécanisme de Bayes, et c'est un mécanisme qui est très pertinent, mais qui part d'un a priori. Et c'est ça qui embête les gens, c'est que le premier lancer, on part sur un a priori. Là, l'a priori, le premier initial qu'on a utilisé, je reviens un tout petit peu en arrière, il était à ce moment-là, quand on a fait notre premier lancer, on a considéré que notre a priori, c'était 25% sur chacun des dés. On est tous d'accord pour penser ça, hein. Mais quand on parle de théorie, il est difficile de dire telle théorie, je vais lui mettre 20%, telle théorie, je vais lui mettre 10%, telle théorie, c'est beaucoup plus compliqué. Mais l'idée, c'est de toujours donner une certaine probabilité à une théorie de façon subjective pour la considérer. Et après, avec les différentes mesures et les différentes expériences, on va affiner les probabilités sur chacune des théories. Voire on va rajouter des théories ou en exclure en fonction des résultats, comme on a pu exclure tout à l'heure le D4, puisqu'on a obtenu un 6 sur notre lancer de dés. Voilà le mécanisme bayésien pour affecter les probabilités et les faire évoluer en fonction de la connaissance. Et vous voyez bien que si quelqu'un connaît une expérience mais qu'un autre ne la connaît pas, les probabilités ne seront pas les mêmes. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant et ce qui peut rendre les discussions entre scientifiques assez compliquées parce qu'on peut ne pas être d'accord sur un a priori en particulier. Un a priori qu'on en injecterait ici dans le calcul. Voilà. C'est quelque chose qui est très intéressant et vous verrez, c'est très utile. En tout cas, ça permet aussi de réfléchir sur une façon de penser qui ouvre, qui laisse la place à toutes les possibilités. Alors pour finir, ces deux approches ont une différence que je vais vous donner, je ne vais pas trop la détailler, mais au sujet des grandeurs physiques.
par exemple, vous voulez mesurer la constante de gravitation G, ou vous allez avoir une approche différente si vous avez une approche fréquentiste ou une approche bayésienne. Dans l'approche fréquentiste, une grandeur physique a une valeur définie. Et en fait, on cherche à la mesurer et elle a une valeur parfaitement exacte à quelque chose. Et on cherche à mesurer cette valeur. Dans une approche bayésienne, une grandeur physique sera également une variable aléatoire, comme une mesure physique. Donc ça veut dire que si vous voulez mesurer G, grand G, hein, la constante de gravitation, et vous allez donner une distribution, une probabilité de prendre telle ou telle valeur. Et ça, c'est une approche qui est un peu différente, qui paraît pas naturelle, par contre, je pense. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, ça ne paraît pas naturel. Mais en réalité, ça va nous permettre de considérer l'ensemble des mécanismes comme de la même façon, en fait. Les mesures comme les grandeurs physiques. On va toutes les mesurer, les considérer de la même façon. Donc on verra comment cette vision des grandeurs physiques a un impact sur l'analyse de données dans les prochaines vidéos.